C'est bon. Allez. Alors vraiment, l'organisation est quand même exceptionnellement bonne puisque là, c'est bon, vous voyez? On voit un écran blanc maintenant, mais oui, ça Voilà. va. Le programme de ces différentes interventions a été vraiment bien fait puisque première breaking news, c'est que pour la première fois, Clinical Infectious Disease s'intéresse au sujet de l'antibiothérapie sous-cutanée puisque vous voyez que c'est un papier qui a été publié il y a quelques jours avec une revue sur la thématique de l'antibiothérapie sous-cutanée, écrite par des collègues italiens. Euh, CID, c'est un peu notre journal de référence à tous, et donc on était content de voir que enfin les Américains s'intéressent à cette question. Et de manière intéressante, un des points soulignés dans cet article, c'était qu'il était noté qu'à la connaissance des auteurs, il n'y avait aucune société scientifique qui avait établi des guidelines pour définir un peu les modalités d'utilisation de l'antibiothérapie sous-cutanée. Donc, c'est à l'évidence un sujet d'actualité. Et deuxième breaking news, là encore, l'organisation est bien faite puisque vous voyez que si justement, en fait, une société savante, enfin deux sociétés savantes en l'occurrence, la SPILF et la SFGG, viennent tout juste de réaliser ces recommandations de bonne pratique sur l'antibiothérapie sous-cutanée qui ont été publiées début 2026, donc avec les collègues du groupe infectiogériatrie. Et donc, je vais essayer de vous détailler un petit peu ces recommandations avec l'idée que ce soit très pratico-pratique et surtout qu'on ait le temps d'échanger après. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des antibiotiques par voie sous-cutanée? Parce que pour qu'un antibiotique soit efficace, il faut qu'il soit administré, ça c'est sûr, mais surtout, il faut qu'il soit correctement administré. Or, ça peut être une lapalissade et une évidence comme ça, mais en réalité, quand on réfléchit, aucune des voies d'administration des médicaments et des antibiotiques en particulier n'est idéale. La voie orale, c'est un peu notre voie de référence à tous, et c'est toujours celle qu'on doit privilégier parce qu'elle est facile, parce qu'elle est confortable, ça permet la mobilité, ça permet d'administrer les médicaments facilement en ambulatoire, mais elle se confronte fréquemment à des problématiques très pratico-pratiques, notamment chez les personnes âgées pour ce qui nous concerne dans les pays où on a de plus en plus de personnes âgées. C'est que souvent il y a des problématiques de troubles de déglutition, il y a des problématiques d'observance. Chez les patients qui ont des troubles du transit, on peut avoir des problèmes d'absorption. Et puis, tous les antibiotiques ne sont pas administrables par voie orale, et notamment les antibiotiques qui ont le spectre le plus large. Une alternative, c'est la voie intraveineuse. Là, elle a l'avantage d'être la voie de l'urgence. On sait au moins que le patient est observant puisqu'on lui administre nous-mêmes le médicament. Tous les antibiotiques, en particulier sur le spectre large, sont administrables par cette voie IV, mais ça a des contraintes techniques, hein, cette voie IV. L'accès veineux est parfois compliqué, peut aussi se compliquer d'infection ou de thrombose. Et ça peut être douloureux, ça peut être difficile de maintenir un cathéter intraveineux de manière prolongée chez quelqu'un qui est agité. Donc là encore, des limites qui sont quasiment notre quotidien quand on travaille dans un service de médecine un peu polyvalent. Et dernière voie d'abord qui est connue et régulièrement utilisée, c'est la voie intramusculaire. Là encore, elle est facile à mettre en œuvre en ambulatoire. Par contre, elle est douloureuse, et donc quand on doit multiplier les intramusculaires sur un traitement antibiotique qui est prolongé, c'est souvent pénible au long cours pour les patients. Tous les antibiotiques ne sont pas utilisables par cette voie. Et puis, là encore, pour nos populations de sujets âgés, il y a une contre-indication fréquente qui est l'utilisation des anticoagulants. Donc ça, c'est les trois voies qu'on connaît tous très bien et qu'on essaie d'utiliser de manière plus ou moins simple en fonction des contextes. Et en fait, quand on réfléchit, la voie sous-cutanée, c'est un très bon compromis entre tout ça. Elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais elle réunit un peu des inconvénients de ces trois voies, mais aussi beaucoup tous ces avantages-là. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, elle est de plus en plus utilisée pour administrer tout un tas de médicaments. Alors bien sûr, les vaccins, bien sûr l'insuline, ça on le sait de longue date, mais même sur des traitements qui sont un peu plus récents, comme les biothérapies qu'on utilise pour certaines maladies inflammatoires, pour des chimiothérapies également, eh bien, cette voie sous-cutanée est de plus en plus utilisée parce qu'elle a tout un tas d'avantages. Alors, il s'avère qu'en fait,
les Français, c'est pas le cas sur beaucoup de choses, mais là-dessus, on était assez novateur, c'est que ça fait très longtemps que les Français utilisent cette voie sous-cutanée pour administrer des antibiotiques. Et on avait un peu sondé nos collègues, aussi bien hospitaliers que de ville, dans le cadre d'études faites par Ginger. Et dans cette étude qui avait été faite en 2014, vous voyez que 96% des gériatres et des infectiologues qui avaient répondu à notre enquête disaient utiliser de manière ponctuelle ou régulière l'antibiothérapie sous-cutanée, avec, vous voyez, hein, que la moitié des répondeurs disaient qu'ils traitaient jusqu'à 5 patients par mois, mais certains disaient même traiter plus de 10 patients par mois, notamment en milieu gériatrique, avec des durées de traitement qui étaient de plusieurs jours et parfois même très prolongées, notamment les infectiologues, pour certains, utilisaient des durées d'antibiothérapie sous-cutanée depuis 14 jours. Et les raisons pour lesquelles on utilisait la voie sous-cutanée, c'était principalement quand on ne pouvait pas utiliser justement les voies orales ou les voies intravésiculaires ou intraveineuses, et puis notamment en contexte de soins palliatifs. Donc vraiment pour nous, Français qui avons grandi dans les hôpitaux français, c'est une évidence qu'on peut administrer les antibiotiques par voie sous-cutanée. Quand on regarde ce qui se fait en ville, c'est un peu moins vrai. Les médecins généralistes l'utilisent un peu moins parce que en fait, la voie intramusculaire est quand même un peu plus facile à utiliser dans cette population et donc ils y ont recours de manière moins fréquente. Mais donc, voilà, pour nous, c'est une évidence. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est la même chose ailleurs dans le monde et en particulier en Europe? Et donc, on a un peu sondé les praticiens des différents pays autour de nous. C'est une étude qu'on a fait également dans le cadre du Ginger. Alors, vous voyez qu'on n'a pas eu énormément de répondants, mais on a quand même une petite représentation de ce qui se fait ailleurs. Et il est vraiment intéressant de voir que des 2 tiers à peu près des répondeurs n'utilisent pas d'antibiothérapie sous-cutanée, mais qu'en fait, il y a une énorme hétérogénéité en Europe avec, on retrouve le chiffre qu'on disait à l'instant, quasiment tous les répondeurs français qui utilisent l'antibiothérapie sous-cutanée, mais dans des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, eh bien, aucun prescripteur disait utiliser la voie sous-cutanée. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti de France et qui a un peu diffusé tout autour de la France, mais de manière assez limitée. Et d'une manière générale, dans le milieu anglo-saxon et aux États-Unis en particulier, c'est vraiment une voie d'abord qui n'est pas du tout utilisée pour administrer des antibiotiques. Alors pourquoi les gens disaient utiliser la voie sous-cutanée? Ben, on retrouve les mêmes motifs que ce qui avait été donné en France, hein, en cas d'accès veineux précaire, en cas d'agitation ou en contexte de soins palliatifs. Et ceux qui n'utilisaient pas la voie sous-cutanée disaient tout simplement qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Un autre argument, c'est que c'était hors AMM. Et puis, dernier argument, c'est qu'il y avait peu de données PK/PD disponibles. Donc, il est clair que les Français sont vraiment les champions du monde de l'antibiothérapie sous-cutanée. Et ce qui peut paraître une évidence pour un praticien français ne l'est absolument pas pour un collègue européen ou américain. Et je serais intéressé de voir si vous avez de votre côté l'habitude d'utiliser cette pratique. Alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il y a une telle spécificité française. En fait, quand on fait un petit peu d'histoire, on se rend compte que la première publication sur l'antibiothérapie sous-cutanée, elle avait été faite par une équipe française il y a tout juste 50 ans. Et dans les suites, en fait, assez vite, il y avait une AMM accordée en France pour plusieurs antibiotiques par voie sous-cutanée, dont la ceftriaxone, qui est un des antibiotiques les plus utilisés en France, mais aussi, comme vous le voyez, la micacine et le chloramphénicol. Et en fait, les choses ont un petit peu bougé sous l'impulsion de l'Europe en 2014, puisque l'Agence européenne du médicament a retiré l'AMM de la voie sous-cut pour la ceftriaxone, ce qui a causé énormément de questions en France. Et nous, on s'est retrouvés assez vite confrontés à cette problématique. Pour nous qui avions l'habitude d'utiliser la voie sous-cutanée, de se retrouver interdit de l'utiliser du jour au lendemain, ça nous a posé un problème. Alors, l'info a mis un peu de temps à passer. Mais c'est surtout en 2019 en fait que l'Agence nationale du médicament française a fait passer cette information qu'il était interdit d'utiliser la voie sous-cutanée pour administrer les antibiotiques. Et quand on a eu cette information auprès de la SPILF et du Ginger, on a très rapidement demandé à ce qu'il y ait un correctif qui a été fait un mois plus tard et il a été noté que dans certaines situations quand même, il peut y avoir un intérêt à utiliser la voie sous-cutanée quand le rapport bénéfice-risque est jugé favorable par le patient et en disant également dans cette note d'information que des études étaient en cours et permettraient d'avancer un petit peu sur les connaissances dans ce domaine.
Alors, on a progressé depuis, on a fait des études, on va y revenir. Et ce qui manquait en fait vraiment jusqu'à présent, comme c'était souligné dans le papier de CID, c'est que on n'avait pas de recommandations pour encadrer cette pratique. Or, on a à l'évidence, comme on l'a vu, une pratique clinique qui est très largement répandue en France et donc qui est à l'évidence utile, hein. Si elle n'était pas utile, les gens ne l'utiliseraient pas. Donc, d'un côté, quelque chose qui est vraiment, encore une fois, très court en France, et de l'autre, une pratique qui se fait hors AMM et en dehors de tout, avec un support scientifique qui est encore limité. Donc, c'était vraiment l'intérêt de pouvoir réaliser des recommandations pour essayer de mieux encadrer cette pratique. Et donc, la SPILF et la SFGG ont commandé ces recommandations qui ont pu être réalisées et donc tout récemment publiées. C'est donc vraiment les premières recommandations au niveau mondial de l'antibiothérapie sous-cutanée. Et donc, c'est ce texte que je vais vous présenter. Donc, on a été un groupe de 5 personnes, un peu référents sur le sujet en France, à travailler sur ces recommandations, à faire une proposition de texte qui a été relue par tout un tas de collègues, infectiologues, gériatres, pharmaciens en France et qui a permis d'aboutir à un texte qui se veut vraiment pratico-pratique, utile pour n'importe quel clinicien, où qu'il soit en France, mais même idéalement dans le monde. Et donc, c'est tout l'intérêt de vous le présenter. Alors, on va essayer d'être assez concret, assez simple, en partant d'un petit cas clinique, hein. Nous, on est régulièrement sollicités pour des situations comme celle-là, avec des patients âgés, une patiente de 89 ans en l'occurrence, qui est traitée pour une pyélonéphrite par la ceftriaxone. Elle a une perfusion intraveineuse, mais malheureusement, elle est agitée régulièrement, elle se l'est arrachée. Et là, les infirmières, elles disent, moi, il est hors question que je continue à faire à reposer un cathéter. Et donc, elles s'interrogent de savoir comment on peut administrer la ceftriaxone. Et donc, une des questions qui peut se poser, en effet, c'est est-ce qu'on a des données de pharmacocinétique qui sont disponibles? Et on a en effet des données qui sont disponibles, mais quelles sont ces données? Alors, je vous soumets un peu les questions qu'on peut se poser, hein, et les réponses qu'on peut y apporter. Le taux de pic sérique est diminué et retardé en cas d'administration sous-cutanée, mais le temps passé au-dessus de la CMI et l'air sous la courbe sont comparables par rapport à la voie IV. Donc, on va revenir, c'est peut-être des choses qui sont pas forcément évidente pour des gens qui ne sont pas experts sur le sujet. Il n'y a pas de données PKPD, on fait de la clinique. La biodisponibilité est de 100% pour toutes les molécules. Les antibiotiques concentration dépendante ne doivent pas être administrés par voie sous-cutanée. Il n'est jamais utile de faire des dosages sériques. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser très clairement quand on se pose la question de faire des antibiotiques par voie sous-cutanée. Et en fait, on voit que les grands messages sur lesquels on veut insister, c'est qu'en effet, on a un taux de pic, comme on va revoir, qui est un petit peu décalé, mais globalement, la biodisponibilité est bonne. Et en revanche, les antibiotiques qui sont concentration dépendants ne doivent pas être administrés par voie sous-cutanée. Alors, sur quoi on se base pour pouvoir dire tout ça? Ben, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'études qui ont été faites et des études finalement assez récentes, hein, qui ont été publiées depuis une dizaine d'années à peu près, en particulier sur la ceftriaxone, mais aussi l'ertapenem et la teicoplanin, principalement, comme vous le voyez, des bêta-lactamines, et puis pas mal de revues qui permettent un petit peu de définir la manière dont on se comportent les antibiotiques administrés par voie sous-cutanée. Vous voyez que c'est beaucoup des études françaises. On en revient à ce qu'on disait initialement, hein. Encore une fois, c'est une pratique assez française, mais on voit des équipes ailleurs, et notamment en Australie, qui commencent à s'intéresser au sujet, qui ont pas mal publié de manière récente. Et donc, si on regarde la manière dont se comporte un antibiotique, quand il est administré par voie intraveineuse, on a cette courbe qui est très classique, où très rapidement la concentration de médicaments, d'antibiotiques en l'occurrence, monte pour atteindre un pic, en à peu près une demi-heure, ça dépend de la vitesse de la perfusion, et puis elle va baisser progressivement au cours du temps jusqu'à la prochaine injection. Donc ça, c'est le profil typique d'une administration intraveineuse. Quand on fait une administration par voie sous-cutanée, la concentration maximale de l'antibiotique va être diminuée, d'une part, et elle va être aussi décalée dans le temps. C'est-à-dire que le taux de pic, il va être inférieur et plutôt survenir au bout de 2 heures plutôt qu'au bout d'une demi-heure. Donc ça, c'est important de le noter. Ça va avoir forcément deux conséquences. D'une part, la voie intraveineuse reste la voie d'urgence. La voie sous-cutanée n'est pas idéale, puisque dans un contexte d'urgence, on veut être le plus rapidement avec des concentrations importantes dans le sang. L'autre chose, ça veut dire qu'on doit utiliser la voie sous-cutanée plutôt pour les antibiotiques. On doit éviter la voie sous-cutanée, pardon, pour les antibiotiques concentration dépendants, parce que quand on a un antibiotique concentration dépendant,
on cherche à avoir une concentration maximale la plus importante possible. Et par contre, pour les antibiotiques temps dépendants, ben, c'est un peu idéal parce que l'air sous la courbe est comparable. Et ce qu'on veut, c'est surtout être le plus longtemps possible au-dessus de la CMI. Vous voyez que même on mime un peu une perfusion continue quand on fait l'antibiothérapie sous-cutanée. Donc, ce qu'on rappelle dans ces recommandations, c'est qu'il ne faut pas administrer les antibiotiques concentration dépendante par voie sous-cutanée, donc par exemple les aminosides. Il est recommandé de ne pas utiliser l'antibiothérapie par voie sous-cutanée quand on est en contexte d'urgence et quand il y a des signes de gravité. Et ça, c'est valable de manière générale en antibiothérapie. Quand on peut doser, c'est bien, mais c'est encore plus vrai quand on fait l'administration sous-cutanée pour s'assurer qu'on a des concentrations suffisantes. Et c'est particulièrement vrai pour certains antibiotiques comme la teicoplanin. Bon, ça, on sait que c'est quand même plus ou moins facile d'un endroit à l'autre, et j'imagine que pour vous, c'est encore plus compliqué d'accéder au taux sérique, mais quand c'est possible, c'est bien de pouvoir le faire, notamment en cas d'infection complexe ou quand on utilise des posologies inhabituelles ou on a des patients avec des poids extrêmes. Autre question, maintenant, c'est quels antibiotiques peuvent être administrés par voie sous-cutanée? Donc, on peut imaginer tout cela. Et ce qu'on a tranché dans nos recommandations, c'est que l'antibiotique un peu référence qu'on doit pouvoir utiliser par voie sous-cutanée, c'est vraiment la ceftriaxone. On a maintenant vraiment beaucoup de données sur le sujet, des données de tolérance, mais aussi des données de pharmacocinétique. Donc là, vous voyez que c'est des vieilles études que j'ai mis en avant, mais on en a aussi qui sont plus récentes. Donc c'est maintenant plusieurs centaines de patients enregistrés dans la littérature qui ont été traités de manière efficace. Et ce qu'on se rend compte sur les données pharmacocinétiques, c'est la biodisponibilité de 100%. Hein, donc, on administre la ceftriaxone par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse, c'est la même chose. Et globalement, l'air sous la courbe est équivalente. On l'a particulièrement montré dans une étude qui a été tout récemment publiée. On avait comparé 25 patients traités par voie IV et 25 patients traités par voie sous-cutanée. Des personnes âgées, c'était un peu un traitement de vie courante et vous voyez que les aires sous la courbe sont équivalentes et qu'on a vraiment une bioéquivalence entre la voie IV et la voie sous-cutanée. Concernant la tolérance, c'est aussi des données récentes qu'on a pu obtenir, là aussi françaises, avec une tolérance qui est globalement bonne. On a surtout une douleur lors de l'injection, mais en fait qui est surtout lors de la pose du cathéter qui est notée par les infirmières. Et une des craintes, c'était le risque de nécrose. Et vous voyez que dans cette étude, qui a été bien faite de manière très rigoureuse et de manière prospective, il n'y avait absolument aucune nécrose ni infection au site de l'administration de l'antibiotique par voie subcutanée. On a également une étude rennaise qui a été faite sur des grosses données collectées sur 3 ans de manière rétrospective. Et là encore, on voyait que les patients traités par voie sous-cutanée ne faisaient pas plus d'effets indésirables graves, voire même il y en avait un peu plus dans le groupe des patients traités par voie intraveineuse. Donc, vraiment, on peut être parfaitement rassuré. La ceftriaxone peut être administrée par voie sous-cutanée avec une bonne efficacité et une bonne tolérance. Je ne vous ai pas détaillé toutes les autres études qu'on a sur tous les autres antibiotiques, mais comme vous avez vu, elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus solides. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on a pu rédiger nos recommandations en affirmant donc que la ceftriaxone par voie sous-cutanée peut être administrée. Bien sûr, quand le rapport bénéfice-risque est jugé favorable et quand il n'y a pas d'autre alternative. Et les autres antibiotiques qui sont possibles, c'est la céphalosporine, l'ertapenem, le méropenem, la piperacilline tazobactane, la thémoxyline, la benzylpénicilline, on pourra y revenir si vous le souhaitez, et la éteicoplanin. Pour tous ces antibiotiques-là, on juge qu'on a des données qui sont suffisantes aussi bien en termes de PK que de tolérance pour pouvoir les recommander quand, encore une fois, c'est nécessaire et qu'on n'a pas d'alternative possible. Mais il y a également d'autres antibiotiques qui peuvent être envisagés, en particulier l'amoxicilline, l'amoxacylclavulanique, le cefepime, la ceftazidime et l'adaptomycine, qui est parfois utilisée à certains endroits et pour laquelle on a une étude assez rigoureuse qui montre son intérêt, mais on a peu de données. Au total, c'est peu de patients traités, donc c'est pour ça qu'on est un peu plus réservé sur notre recommandation. Donc, vous voyez que c'est essentiellement des bêta-lactamines, donc des antibiotiques temps dépendants, qui sont des petites molécules bien tolérées et qui peuvent tout à fait être administrées par cette voie.
Alors après, la question, c'est de savoir un petit peu dans quelles circonstances on peut utiliser la voie sous-cutanée. Je vais peut-être passer assez vite là-dessus, mais il est clair que la première situation où on va avoir recours à la voie sous-cutanée, eh ben, c'est quand on a du mal à maintenir une voie veineuse ou à mettre en place une voie veineuse et quand les autres voies d'abord sont contre-indiquées, la prise orale, la prise intramusculaire. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien documenté, c'est que la voie sous-cutanée, elle présente les avantages de limiter le risque de thrombose et d'infection. On n'a pas, techniquement, elle est facile à mettre en place, hein. Un cathéter sous-cutané, c'est facile à poser, c'est facile à enlever. Donc pour les infirmières, c'est simple. Ça peut être utilisé aussi bien en milieu hospitalier que dans les établissements de personnes âgées ou en ambulatoire sans difficulté. Et c'est vrai que c'est utile même chez les personnes qui sont un petit peu agitées. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Si on a bien dit qu'elle ne devait pas être utilisée en cas de signe de gravité, il y a des situations où elle apporte un bénéfice, notamment quand le capital veineux est de mauvaise qualité, quand il y a des troubles du comportement qui empêchent le maintien d'un cathéter intraveineux, quand il y a des troubles de la déglutition ou de la conscience qui empêchent la voie orale, quand il n'y a pas d'antibiotiques administrables par voie orale, quand le contexte clinique ou la mobilisation du patient doivent être favorisés, et en contexte de fin de vie. Donc, vous voyez que ça, c'est des éléments qu'on a listés dans nos recommandations. On peut aussi noter, et c'est le dernier point, que parfois, c'est une bonne solution quand on doit envisager une antibiothérapie prolongée, parce qu'encore une fois, vu que c'est simple à mettre en place et sain et facile à maintenir, s'il y a une seule injection par jour, finalement, eh ben, parfois, faire un traitement de plusieurs semaines avec une injection par jour par voie sous-cutanée, ce sera beaucoup plus simple que par voie intraveineuse. Alors après, la question qui est posée, c'est comment concrètement on fait de l'antibiothérapie sous-cutanée. En France, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité des pratiques en fonction des habitudes, et c'était aussi un des intérêts de ces recommandations. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire notamment de l'hydratation sous-cutanée, ben, les sites d'insertion des cathéters sont les mêmes que pour l'hydratation, hein. C'est essentiellement sur les faces antérieures des cuisses, au niveau de l'abdomen et puis éventuellement dans le dos ou sur les bras, hein. Donc vous voyez le petit schéma qui est là. Donc on peut poser le cathéter à cet endroit-là. On utilise plutôt des cathéters souples et après on va faire une perfusion prolongée, comme on fait une perfusion prolongée de 30 à 60 minutes, comme on fait finalement pour une perfusion intraveineuse avec la même posologie et la même dilution que la voie intraveineuse. Donc c'est vraiment exactement la même chose, simplement, ce n'est pas un cathéter intraveineux qu'on utilise, c'est un cathéter sous-cutané. Et euh, on recommande quand même d'éviter la sous-cutanée directe, qui a pu être utilisée assez fréquemment dans le passé, notamment pour la ceftriaxone. Pourquoi on évite de la recommander? Parce que elle est quand même clairement plus douloureuse. Ça avait été montré dans une étude qu'on avait pu faire. Et puis, c'est peut-être par cette sous-cutanée directe qu'on a un tout petit peu plus de risque de nécrose, même si ce risque, encore une fois, est très faible. Donc, on privilégie une perfusion lente. Néanmoins, il y a des situations où la voie sous-cutanée directe pourrait être intéressante. Là encore, quand on n'arrive pas à maintenir un cathéter sous-cutané en place, quand on veut faire une injection assez rapide, on peut tout à fait essayer une fois et si ça se passe bien, on continue comme ça en surveillant correctement les choses. La surveillance est justement un élément important qu'on rappelle dans ces recommandations, c'est qu'on est quand même sur une pratique avec un petit risque de complications locales, ne serait-ce que le fait qu'on ait un œdème, une inflammation locale, des douleurs. Donc, on recommande de surveiller le point de ponction au moins une fois par jour. On demande d'être un peu plus vigilant si le patient est sous antithrombotique, même si dans les études qu'on a pu faire, on se rend compte que le risque d'hématome important est sans doute extrêmement faible et donc ce n'est pas une contre-indication à l'administration d'antibiotiques par voie sous-cutanée, le fait d'être sous anticoagulation efficace. Et bien sûr, si on a le moindre effet indésirable local important et qu'à l'évidence on ne peut pas continuer le traitement, eh bien on arrête la perfusion, on retient le cathéter et on re-questionne la pratique. Et quand on a des organismes de pharmacovigilance efficaces, on recommande bien sûr de faire une déclaration. Alors, une problématique à laquelle on se confronte pour le coup de manière quotidienne actuellement de notre côté, c'est que malgré le fait qu'on soit sur une pratique très fréquente et très courante, on reste dans une pratique qui est hors AMM. Et donc ça
pose de grosses difficultés parce que un médicament qui est prescrit hors AMM en France ne va pas être pris en charge par l'assurance maladie et donc on essaie de trouver un petit peu des moyens de contourner cette problématique. Donc c'est l'intérêt aussi de faire de ces recommandations, hein, c'est de pouvoir appuyer quand même le message que des sociétés savantes se positionnent et au regard des données de la science valident cette pratique. Et on espère que derrière, du coup, on va avoir une évolution un peu des textes réglementaires sur le sujet. Donc, on clame haut et fort dans ces recommandations que oui, la perfusion des antibiotiques par voie sous-cutanée peut être prescrite et réalisée, encore une fois, en alternative. Et pour essayer de bien borner les choses et qu'on n'ait pas de difficultés, notamment sur le plan réglementaire ou médico-légal, eh ben, on rappelle qu'il est important d'informer le patient de l'absence d'un MM, que l'idéal quand on fait cette pratique dans un cadre hospitalier, c'est d'avoir un protocole institutionnel qui s'inspire des recommandations et de ce texte de recommandation. Et pour ce qui est des particularités françaises, et là encore, je ne sais pas quels sont vos aspects réglementaires dans votre pratique dans vos pays, mais on demande aux praticiens de noter de manière explicite sur l'ordonnance, quand on est sur une pratique ambulatoire, qu'on est sur des modalités d'administration hors AMM, mais qu'elles se font en accord avec ces recommandations qui viennent d'être publiées, de manière à limiter, encore une fois, le risque de problématiques liées à l'assurance maladie. Voilà, donc vous voyez que c'est finalement des choses assez simples, hein, et encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir un temps là d'échange sur nos pratiques, mais l'élément principal que vous pouvez retenir, c'est que oui, il est possible de prescrire un antibiotique par voie sous-cutanée et que certains antibiotiques, c'est même parfois presque plus simple de le faire. Et moi, je vois dans notre service très souvent nos infirmières, au bout de 2 ou 3 jours de ceftriaxone intraveineux, quand on doit poursuivre la ceftriaxone, elles nous disent, bon, est-ce qu'on peut pas enlever le cathé et passer en sous-cutané parce que c'est vraiment beaucoup plus simple pour elles et plus confortable pour le patient. Et vous voyez que si la ceftriaxone, c'est une évidence, eh bien, il y a sans doute d'autres antibiotiques qui peuvent être administrés par cette voie et la liste est donc encore une fois bien rappelée dans ces recommandations. Il faut quand même, comme pour tout traitement, évaluer les bénéfices de cette pratique et peser face aux risques, hein. Je ne me suis pas attardé là-dessus, mais c'est sûr que il y a des situations où la voie sous-cutanée ne sera clairement pas une bonne idée, notamment quand on a un patient avec une dermatose étendue, quand on a un patient avec un lymphœdème énorme, ben, on ne va pas mettre un cathéter sous-cutané à cet endroit-là. On rappelle donc qu'on est hors AMM, que les modalités d'administration, c'est les mêmes que les modalités intraveineuses, mais par voie sous-cutanée, et puis qu'il faut bien sûr surveiller le site d'insertion du cathéter. Un message quand même, et c'est un piège auquel on peut être confronté avec une pratique aussi facile, c'est que il faut pas tomber dans l'excès, et c'est pas parce que on peut facilement utiliser la ceftriaxone sous-cutanée qu'il faut y avoir systématiquement recours. Quand on peut mettre de l'augmentin peros, c'est beaucoup mieux, et c'est parfois qu'il y a eu des dérives auxquelles on a pu assister, notamment en contexte gériatrique, avec une telle simplicité de la ceftriaxone sous-cut qu'on en arrive à traiter avec un antibiotique à spectre très large, alors qu'un antibiotique à spectre plus étroit serait sans doute tout aussi efficace. Donc, les messages de bon usage des antibiotiques doivent être passés de manière concomitante à cette recommandation. Et puis, encore une fois, la voie sous-cutanée, ça n'est pas la voie d'urgence, c'est dans cette situation-là toujours la voie intraveineuse qui doit être privilégiée. On a insisté dans ces dernières recommandations, ça c'est juste pour information, sur le fait que ben, on est quand même sur une phase assez préliminaire de cette pratique, hein, et clairement à ce jour, aucun laboratoire pharmaceutique n'a développé, en tout cas évalué l'intérêt de la voie sous-cutanée pour administrer les nouveaux antibiotiques. Donc on espère que là encore, le fait que cette pratique soit un peu mieux balisée par ces recommandations et commence à être diffusée de manière un peu plus large va sensibiliser les laboratoires qui ont l'habitude d'utiliser cette voie pour d'autres médicaments, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a plein de domaines d'incertitude où on manque d'études, chez les patients qui sont obèses, chez les patients qui sont dénutris. Est-ce que la voie sous-cutanée est tout aussi efficace? On peut penser que oui, mais ce serait bien d'en avoir la preuve. Bien redéfinir aussi la place des dosages d'antibiotiques.
et voilà, donc on est au début d'une histoire, on l'espère, et on espère que d'autres personnes vont s'emparer de cette thématique, comme on a vu le faire par nos collègues australiens, par exemple, qui ont publié récemment sur le méropenem ou sur la céphazoline, ou encore sur la benzylpénicilline. Voilà, donc je termine cette présentation en vous montrant une petite photo de notre hôpital au pied des montagnes, comme je vous le disais. Et puis, tout ce travail, il a été possible par l'ensemble de notre groupe infectiogériatrie, mais notamment grâce à Claire Roubaud-Baudron, qui est professeure de gériatrie à Bordeaux, qui a fait plusieurs publications sur le sujet et qui a participé de manière très active à ces recommandations. Je vous ai mis dans le chat un lien que vous allez retrouver au tout début du chat qui permet de télécharger le texte des recommandations. Normalement, ce lien est encore actif. Si ça ne fonctionne pas, vous m'envoyez un mail et puis je pourrai vous le faire passer avec grand plaisir. Voilà, et puis donc je pense que c'est intéressant là de prendre un peu de temps La pour échanger. question. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette brillante présentation très pratique, pratico-pratique. Je crois que c'est extrêmement intéressant et les réactions des auditeurs le montrent. Alors, nous allons parcourir les questions très rapidement. Alors, les collègues voudraient savoir si on respecte la même dose lorsqu'on passe en sous-cutané et Oui. le même protocole de dilution. Ouais, c'est exactement la même posologie. Alors, il faut bien comprendre comment on fait des recommandations. Les recommandations, on est quand même censé rester au mieux dans le cadre des données scientifiques disponibles. Donc, dans ces recommandations, on a bien dit que pour la ceftriaxone, par exemple, c'est les posologies usuelles qui peuvent être utilisées par voie sous-cutanée, mais on n'a pas de raison de penser que c'est différent sur des posologies plus élevées. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, quand on veut faire 2 grammes de ceftriaxone, soit on fait 2 grammes dilués dans 50 cc ou 100 cc qu'on passe sur une heure ou une demi-heure, soit on fait 2 fois 1 gramme à 12 heures d'intervalle et ça permet d'avoir une posologie de 2 grammes. Mais la science ne répond pas formellement à ces questions, mais il n'y a aucune raison de penser qu'en fait la biodisponibilité soit différente, même pour des posologies un petit peu élevées. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des indications qui contre-indiquent à la voie sous-cutanée, par exemple une endocardite sur valve native ou bien une infection cutanée ou cutaneo-muqueuse à staph, par exemple? Est-ce qu'on peut toujours faire la voie sous-cutanée? Non, il n'y a aucune contre-indication. La seule contre-indication, comme j'ai évoqué, c'est quand on ne va pas pouvoir mettre en place un cathéter sous-cutané parce que, par exemple, quelqu'un qui a une dermatose étendue, ça pose problème. Mais vu qu'on est sur, au final, des concentrations d'antibiotiques dans le sang qui sont équivalentes à la voie intraveineuse, même une infection grave peut être traitée par voie sous-cutanée. Et l'étude, l'enquête qu'on avait faite en 2014, on voyait bien que les infectiologues l'utilisent régulièrement pour traiter des endocardites, pour traiter des infections extra-articulaires. Et ce qu'on a bien noté dans les recommandations d'ailleurs, c'est qu'on peut même débuter d'emblée le traitement par voie sous-cutanée. Alors, encore une fois, on met à part le contexte du choc septique, hein, où là, il faut vraiment être dès que possible avec des fortes concentrations d'antibiotiques dans le sang. Mais une fois, quand on n'est pas dans ce cadre-là, on peut tout à fait débuter le traitement par voie sous-cutanée, même pour, encore une fois, une infection un peu complexe comme l'endocardite ou l'infection extra-articulaire. Il y a une question, je vois, sur le fait que l'on Est-il a... possible d'administrer? Allez-y. Oui, 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 vas-y. Je regarde du coup On va déjà les questions. Tu peux y aller. Hein. les questions du chat. Donc, il y a une Il a question répondu à il est demandé si le fait d'avoir un bras infiltré, d'avoir un lymphœdème, effectivement, ça, c'est sans doute une je commence contre-indication à pour avoir des poser soucis de un connexion, cathéter. je crois. Ouais. Alors, il y a une question sur l'antibiothérapie continue. Donc là, on n'a pas de données sur, il n'y a aucune donnée scientifique, donc on ne l'a pas fait figurer dans ces recommandations. On l'a mis justement dans le dernier chapitre pour dire que ça faisait partie des choses à étudier. Pour autant, on a des collègues qui ont déjà un petit peu regardé ça et on se rend compte que, par exemple, des antibiotiques qui sont administrés en 3 fois par jour,
comme la céphalosporine ou la tazocilline, plutôt que de les administrer en 3 fois par jour, on peut les administrer en 2 fois par jour. Et si on prend la tazocilline, puisque c'est la question qui est posée, la tazocilline qui est en 4 grammes 3 fois par jour, en IV, on peut la faire en 6 grammes 2 fois par jour en sous-cutané. Et sans doute qu'on se rapproche d'une pharmacocinétique équivalente à la voie intraveineuse. Ça, on a fait une proposition d'étude là sur la céphalosporine dans les bactériémies à staphylocoque doré, à proposer un schéma thérapeutique de 3 grammes 2 fois par jour en sous-cutané versus 2 grammes 3 fois par jour en intraveineux pour voir si effectivement on est équivalent. Et le plus probable, c'est qu'on l'est. Chez les enfants, il n'y a aucune Les donnée. enfants. Il n'y a aucune donnée, et ça fait partie des points qu'on a soulignés dans ces recommandations, mais sans doute que ça doit pouvoir fonctionner chez les grands enfants, chez les tout petits enfants qui ont la peau beaucoup plus potelée. Là, c'est un peu plus incertain, et puis la tolérance est peut-être un peu moins bonne, mais là, je ne peux pas vous répondre. Voilà, on a vu donc n'importe quelle infection peut être traitée. Donc, quels sont les patients en dehors des personnes âgées qui peuvent recevoir des antibiotiques par voie sous-cutanée? Tous les patients, sauf petite réserve, encore une fois, sur les enfants tout petits, chez les obèses et chez les patients qui ont un état d'anasarque. Oui, le cathéter, il peut être maintenu, je ne l'ai pas noté dans la présentation, mais ce qui est recommandé, c'est de le maintenir 5 jours maximum. Ça, on l'a noté dans les recommandations. Et voilà. La problématique de la diffusion chez les patients obèses et dénutris, je l'ai dite. OK. Donc, peut-on Est-ce que, maintenir le cathéter en place pendant plusieurs jours? ouais, donc Cathéter le cathéter, sous-cutané. ouais, cathéter sous-cutané, on le recommande pendant 5 jours maximum dans les recommandations. Les effets secondaires, donc les effets secondaires généraux, c'est les mêmes que par voie intraveineuse, et par contre, par voie locale, localement, on peut avoir, dans une étude qu'on avait faite de manière un peu détaillée, on s'était rendu compte que c'est à peu près 20% des patients qui ont des effets indésirables locaux. C'est essentiellement œdème, rougeur, douleur, mais c'est des choses donc, qui sont bénignes et qui sont réversibles à l'arrêt du traitement. Les cas de nécrose cutanée sont vraiment absolument exceptionnels. En fait, historiquement, ils ont été beaucoup décrits avec les aminosides qui avaient l'AMM par voie sous-cutanée. Mais comme on ne recommande pas la voie sous-cutanée pour administrer les aminosides parce que ce sont des antibiotiques concentration dépendants, ça fait une deuxième bonne raison de ne pas les administrer. Et si on utilise la voie sous-cutanée lente, normalement, le risque de nécrose est extrêmement faible. Alors, on pose la question chez les brûlés. Chez les brûlés, le risque, ça va être la difficulté, ça va être de pouvoir trouver un endroit où mettre le cathéter sous-cutané, donc si les brûlures sont trop étendues. Les durées de traitement, on a des collègues qui ont commencé à publier sur des antibiothérapies suspensives par voie sous-cutanée. Ça a été montré avec l'ertapenem, par exemple, chez des patients qui ont une infection auto-articulaire complexe, qui sont traités par ertapenem au long cours, une injection par jour. Il y a une publication aussi avec la thémocilline, comme ça. Donc, des patients traités pendant plusieurs mois, une injection par jour. La lidocaïne, donc historiquement, on utilisait la lidocaïne pour faire des sous-cutanés directs de ceftriaxone. On n'est pas sûr que c'est un réel intérêt, et c'est pour ça que on n'en a pas parlé dans ces recommandations. Les données sont incertaines en fait sur l'intérêt de la lidocaïne dans cette situation. Les différentes formes IV ou IM de ceftriaxone, en fait, c'est les mêmes. Alors, en France, c'est conditionné. Il y a un conditionnement IV et un conditionnement IM, mais le conditionnement IM, c'est juste qu'il y a la lidocaïne qui est fournie en plus. Donc, c'est pour ça que, il y a deux conditionnements différents, mais le produit en lui-même est le même. Est-ce qu'il est possible d'utiliser un cathéter intraveineux? Ben oui, là, après, on rentre dans des choses techniques, mais les cathéters intraveineux, ils doivent pouvoir être positionnés en sous-cutané également. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez, que vous faites dans votre pratique ou pas du tout? Moi, non. J'ai jamais fait du sous-cutané, antibiotique en sous-cutané. Alors, il y a quelqu'un Je qui sais dit pas. oui, bien sûr, Il est où? dans Il y a le beaucoup chat. de gens quand même qui sont en France aussi qui vont connaître.
Alors, ertapenem, ceftriaxone, ouais, tazocilline. Ceftriaxone, ertapenem, ouais. Alors, il y a une question effectivement sur la problématique du retour à domicile avec les infirmières. Donc, c'est en effet une des limites pour l'utilisation à domicile de la voie sous-cutanée, c'est qu'une perfusion lente, ça peut être compliqué à mettre en place. Et souvent, les infirmières, elles disent que si on peut faire une IM, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et c'est vrai. Et c'est sans doute pour ça que c'est quand même une pratique qui est moins fréquente en contexte ambulatoire. Par contre, c'est très fréquent, par exemple, dans les EHPAD, les établissements de personnes âgées. Dans l'enquête sur l'utilisation des antibiotiques en EHPAD faite en 2024 en France, c'est la première voie d'administration parentérale des antibiotiques devant la voie IV, devant la voie IM. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois plus d'autres questions. Eh ben, Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à remonter au tout début du chat. Vous trouverez le lien pour télécharger la version française des recommandations. Et puis, ceux qui sont intéressés, je vous renvoie également au papier publié dans CID il y a quelques jours, bon, qui redit à peu près la même chose que ce qu'on dit dans les recommandations. eh ben, merci beaucoup, Eh oui, Emmanuel. C'est oui, parfait. 16h43. On ne peut pas faire mieux pour la transition. Et j'ai raté un petit bout, mais je t'avais entendu au JNI et je pense que c'est vraiment un topo qu'il faut avoir entendu à fond une fois dans sa vie. Donc, pour ceux qui ont raté ça, ce sera disponible en replay sur le site de l'ASPILF. On a un onglet avec les webinaires et là, on a bien enregistré. Donc, d'ici quelques jours, grâce à Guillaume TV de l'hôpital Saint-Louis qui s'occupe après de nous mettre ça en ligne sur la chaîne YouTube du Régif, on a une grosse diffusion derrière. Là, il y avait déjà plus de 200 personnes, donc c'est un beau succès encore. Ben, Donc, bravo pour cette initiative encore une fois et merci pour l'initiative, pour la participation et merci. bonne continuation. ciao. Au revoir.